Maintenant, je vais vous présenter donc, Olivier Lefebvre. Je vais essayer d'être bref parce qu'il a tellement de choses passionnantes à nous dire. J'ai appris qu'il avait commencé à être tout petit. Il était tombé dedans, dans la marmite. Il a commencé astronome amateur. Il a construit son premier télescope. Il a toujours d'ailleurs le miroir chez lui. Et peut-être que c'est avec ça que tu prépares tes programmes sur les grands télescopes du Chili. Voilà, on va peut-être en savoir plus. En tout cas, il s'est passionné pour l'astronomie très tôt et ensuite il a décidé d'en faire son métier. Voilà, rien de plus beau que de faire coïncider métier et passion. Et il a fait une thèse à l'Observatoire de Meudon avec Guy Mathez, dont je me souviens très bien, c'est M-A-T-H-E-Z, qui était un collègue qui est maintenant à la retraite et qui travaillait essentiellement sur les quasars. Mais cette thèse portait sur les amas de galaxies lointains. Et à l'époque, les amas de galaxies lointains avaient un redshift de 0,5. Et encore, ça devait être difficile de les détecter et de les étudier. Ensuite, il est parti coopérant à Hawaï. Voilà, Hawaï, c'était l'endroit où il fallait être à ce moment-là. Il faut toujours, d'ailleurs, puisque le télescope d'Hawaï était un des meilleurs et reste toujours, malgré sa taille maintenant devenue modeste, un des meilleurs télescopes du moment, sur un des meilleurs sites. Et il a était un des premiers à initier ce que l'on appelle aujourd'hui les grands sondages, les grands relevés. Et le plus marquant a été le CFRS, entendez, Canadien, Hawaï, France. CF. Canadien France, et après R. Redshift Survey, voilà. Relevé, donc le décalage spectral, un grand survey. Et ça a été vraiment un grand moment qui ensuite a inspiré beaucoup d'articles, beaucoup d'autres programmes. Et à partir de ces résultats, il est revenu ensuite, il est resté 8 ans à Hawaï, revenu en France, proposé d'autres sondages, d'autres programmes pour aller plus loin, et en particulier une nouvelle instrumentation qui équipe maintenant le VLT, qui s'appelle VIMOS, donc il va nous parler, j'en dis pas de mots. Mais en 1997, il a rejoint les équipes de l'Observatoire de Marseille et il en est le directeur de laboratoire d'astrophysique fondamentale, oui, de l'Observatoire de Marseille, donc depuis 1990, depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Voilà. Bon, je te laisse. Merci pour ton introduction. C'est toujours un plaisir de venir présenter donc, les résultats de nos recherches devant le grand public, c'est vous. Et ça fait partie de notre rôle de chercheur de venir vous dire l'histoire de la recherche, comment au jour le jour on construit cette connaissance au fur et à mesure. Et donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous raconter une histoire. C'est l'histoire de l'arpentage de l'univers, d'essayer de comprendre donc comment les galaxies évoluent, comment les grandes structures évoluent. Et donc c'est en sondant l'univers que l'on arrive à comprendre comment ça se passe. Alors, les grands sondages de l'univers, c'est quoi ? C'est d'abord une machine à remonter le temps, puisqu'on a la chance en tant qu'astrophysicien de pouvoir remonter les strates du temps, et donc de lire le livre d'histoire de l'univers. Il est ouvert devant nous, on a juste à le lire. Pourquoi on veut faire ça ? C'est simple, les questions sont assez triviales. On veut comprendre comment les galaxies se forment et comment elles évoluent. Les galaxies, c'est ces systèmes. Je pense que c'est une audience quand même assez qui connaît bien le sujet. Donc, je vous rappelle qu'une galaxie, c'est plusieurs milliards d'étoiles, d'étoiles comme notre Soleil, dans un gigantesque disque ou dans un gigantesque bulbe, dépendant si vous êtes elliptique ou spirale. Et donc on veut comprendre comment ces objets bizarres se forment et évoluent, et on veut comprendre comment la matière, et en particulier les galaxies, donc comment la matière est distribuée sur de très grandes échelles, et comment cette structuration se met en place au cours du temps. Alors comment on fait ça ? On a des techniques qui sont des techniques essentiellement basées sur l'imagerie, donc on fait des photos du ciel, et qui sont complétées par des techniques de spectroscopie où on va mesurer spécifiquement les objets un par un pour trouver leur distance, leur composition chimique, leur âge, etc. Et donc ces techniques sont mises en œuvre dans les grands observatoires, aussi bien au sol que dans l'espace.
Donc je vais vous décrire ces 3 grandes questions, et puis je finirai par une partie un petit peu prospective pour vous montrer qu'on est, même si au jour le jour on est impliqué sur ces grands relevés, on est déjà en train de penser à la prochaine génération, puisque maintenant le cycle de développement des grands observatoires et des grands instruments sur ces observatoires prend à peu près 10 ans. Donc on est en général impliqué dans plusieurs phases, une phase d'exploitation des données, une phase de préparation et de construction des instruments de prochaine génération, et une phase de réflexion amont où on est en train d'extrapoler sur les 10 ans qui vont venir. Alors, je fais une petite définition pour commencer, parce que je vais beaucoup m'en servir, pour vous expliquer ce que c'est que ce fameux décalage vers le rouge, ce qu'on appelle en anglais redshift, qui est, on utilise la lettre Z pour qualifier ce chiffre. Donc le redshift, c'est simplement un décalage Doppler, c'est-à-dire que c'est lié à la vitesse de la source. Suivant que la source se déplace vers vous ou s'en va de vous, on observe un décalage des longueurs d'onde qui sont émises par cette source, soit vers le bleu, soit vers le rouge. Et comme l'univers, globalement, est en expansion, globalement, les galaxies s'éloignent les unes des autres, et donc on observe des redshifts de galaxies. Chaque galaxie a un redshift associé, et c'est cet effet Doppler qui nous permet de remonter dans le temps, puisque la vitesse de la lumière étant finie, plus on observe un objet qui est loin, plus la lumière met de temps à nous parvenir. Et donc on est capable de remonter comme ça les strates du temps, et comme des archéologues, d'aller observer des galaxies qui sont à 1 milliard d'années de nous, 2 milliards d'années, 10 milliards d'années, le plus proche possible du Big Bang, et donc de retracer l'évolution des galaxies. Donc ce livre d'histoire, il est devant nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est juste difficile à lire, puisque plus on essaye de se rapprocher du Big Bang, plus les objets sont faibles, et donc extrêmement difficiles à mesurer. Donc ce redshift, c'est vraiment quelque chose de super pour nous les astronomes, puisque c'est notre pelle pour sonder les strates du temps cosmique. Alors, quels sont les ingrédients si on veut conduire un sondage? Un sondage, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement commencer par une cartographie. Il y a 4 siècles, on faisait une cartographie de la Terre. On envoyait des explorateurs, ils mettaient un certain nombre d'années pour cartographier, plus ou moins bien. Nous, les astronomes, on en est à cartographier l'univers. On n'a pas encore une compréhension complète de la distribution de matière dans l'univers. Donc on sonde. On sonde parce qu'on n'est pas encore capable de mesurer l'univers dans son entièreté. Ça va peut-être venir bientôt. Mais donc actuellement, on est dans une situation où on veut pouvoir échantillonner l'univers à différentes époques pour pouvoir mesurer les propriétés de la population de galaxies à différentes époques et comparer ces propriétés pour en tirer l'évolution. Donc on utilise des techniques qui ne sont pas tellement différentes des techniques de sondage que vous lisez tous les jours dans vos journaux. On échantillonne la population de galaxies, on se dit, bon, quel type de galaxie je veux observer? Une galaxie elliptique, par exemple, à différentes époques. Donc je choisis mes objets et je veux leur poser un certain nombre de questions. Quel âge vous avez? Vous habitez où? Est-ce que vous êtes dans un environnement dense? Quels sont vos voisins? Donc voilà, on utilise des techniques de sondage, et pour ça on a besoin de statistiques. Vous savez qu'un sondage n'est valide que si on a un grand nombre d'objets. Et donc c'est là la clé de nos études, c'est qu'on essaye d'assembler donc un grand nombre de galaxies qui sont représentatives de l'univers à l'époque à laquelle on les observe. Et donc cette représentativité nous permet de mesurer les propriétés globales et donc de les comparer en fonction du temps pour en déduire l'évolution. Donc les objectifs scientifiques, première question, qu'est-ce qu'on veut mesurer? Je ne vais pas vous détailler les différentes questions qu'on se pose, mais qui ont toutes trait à la formation et à l'évolution. On veut savoir comment, au cours du temps, une galaxie s'assemble, comment les premières étoiles commencent à émettre leur lumière, comment la poussière et le gaz interagissent avec les étoiles, comment les galaxies interagissent entre elles. Donc c'est tous ces éléments qui nous intriguent et qui construisent les galaxies au cours du temps. Et donc pour répondre à ces objectifs scientifiques, il est nécessaire d'observer. Donc on construit un instrument, éventuellement un télescope s'il y a besoin, et on veut pouvoir prédire
Au moment où on construit, on définit le diamètre du télescope, le type de caméra qu'on va utiliser. Et pour ça, on fait un peu une prédiction sur ce qu'on va peut-être observer. Et pour ça, on utilise des simulations d'univers qui nous guident un petit peu dans notre recherche. Une simulation nous permet une simulation à partir de ce que l'on connaît à un instant T nous permet d'extrapoler. On se base sur cette extrapolation pour définir les méthodes d'observation. Et ensuite, on observe et on voit si les simulations avaient raison, si les prédictions étaient correctes. Donc, c'est ce cycle continuel qui améliore la connaissance. Tous les champs de la science se basent sur la même chose. Donc, on observe, on confronte aux théories. S'il y a un décalage, on redéfinit une nouvelle observation, on améliore la théorie. Et c'est un cycle qui boucle en permanence. Alors, dites, pour faire des simulations, il faut quand même qu'on ait un cadre. Alors le cadre, il est connu. Je mets un point d'interrogation parce qu'il faut toujours être prudent. Ce qu'on entend aujourd'hui, donc, c'est que l'univers est né il y a 13,7 milliards d'années. Donc c'est devenu assez précis. Quand j'ai commencé à faire de l'astrophysique, l'âge de l'univers s'était connu à un facteur 2 près. Là maintenant, on en est à une décimale. Donc il y a un progrès considérable. Et donc le modèle qui est notre modèle de tous les jours et qui fonctionne excellemment, c'est vraiment le modèle du Big Bang. On l'a pas encore réellement mis en défaut, malgré ce qu'on lit quelquefois dans la presse. Il semble que les paramètres cosmologiques soient déterminés. Le modèle d'univers est codifié par un certain nombre de paramètres, donc la masse de l'univers, son âge, un certain nombre de paramètres qui ont pu être mesurés précisément. Encore une fois, point d'interrogation. Ce qui est quand même surprenant, c'est que quand on essaye de peser l'univers et de regarder son contenu en énergie, on se rend compte qu'il y a à peu près 95% de l'énergie, masse énergie de l'univers qui nous est inconnue. C'est-à-dire qu'il y a cette fameuse composante de matière noire dont on voit les effets. La matière noire a un effet gravitationnel sur les objets qui l'entourent, donc ça, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle est là, on peut mesurer précisément sa masse, mais on n'a pas la moindre idée de ce qui constitue sa nature. Donc, premier gros point d'interrogation. Deuxième gros point d'interrogation, c'est cette fameuse énergie noire qui fait que actuellement l'univers est plutôt en expansion accélérée. Et donc cette énergie noire, cette énergie du vide, là c'est encore plus inconnu que la matière noire. Donc on a quand même, en tant que scientifique, on n'aime pas être en face de 95% d'inconnus. Donc ça fait partie des enjeux majeurs des années qui viennent, d'essayer de comprendre ce que sont ces 95%. Alors nous on est tout petit là-dedans, on est dans les 0,5% d'étoiles, c'est notre Soleil. Nous on est autour de ces étoiles, donc les éléments lourds 0,03%. On est relativement peu de choses. On a été donc formés, je suppose que d'autres conférenciers vous ont détaillé ça, on a été formés au cœur des étoiles, puisque c'est dans le processus d'évolution stellaire que les éléments lourds se forment et construisent donc les planètes jusqu'à la vie. Alors, si on veut schématiser un petit peu cette séquence d'évolution, donc le Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années. Les premières étoiles, quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Les premières galaxies, très peu de temps après. Et ça, c'est avec des points d'interrogation. C'est justement ce qu'on essaye de comprendre. Donc, c'est pour situer les échelles de temps. Et le système solaire, lui, s'est formé il y a à peu près 5 milliards d'années. Donc, c'est relativement récent dans la vie de l'univers. Donc, c'est toute cette séquence schématique qu'on essaye d'échantillonner à différentes époques pour comprendre l'évolution. Alors, une des premières signatures du Big Bang qui a été identifiée, c'est ce qu'on appelle le rayonnement de fond cosmologique. Donc, c'est vraiment un reliquat du Big Bang, cette gigantesque explosion qui refroidit au cours du temps, remplissant l'univers, la température décroît autour du temps. Aujourd'hui, c'est 2,7 Kelvin. Donc c'est très froid, mais néanmoins, c'est une température qui est présente sur l'ensemble du ciel. Quel que soit l'endroit où vous regardez, vous trouvez cette température de 2,7 Kelvin. Ce que vous voyez là, c'est la carte de la température du ciel. Vous avez tout le ciel ici, la cartographie complète du ciel.
Et vous voyez donc que quelle que soit la direction, la température est à 2,7 Kelvin. Vous me direz, oui, mais il y a des endroits où ça a l'air un petit peu différent. Et c'est justement ces fluctuations, ce qu'on appelle les fluctuations de cette température, qui codent le génome de l'univers. Hein, ces fluctuations de température de quelques 100 millièmes de degré vont croître au cours du temps pour former les galaxies, les grandes structures que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vraiment les graines de l'univers primordial. Donc ce rayonnement de fond, c'est une prédiction très forte de la théorie du Big Bang. Et cette carte qui a été publiée, donc qui est le résultat du satellite COBE, a donné lieu à un prix Nobel en 2006 pour messieurs John Mather et George Smoot, donc qui ont consolidé donc, cette théorie du Big Bang. Alors, on a ces germes, donc de 1/100 millième du fond. Ces germes, au cours du temps, vont réagir sous l'action de la gravité, vont croître sous l'action de la gravité, et en fonction de la taille du germe, si vous voulez, ça va conduire à des galaxies, des filaments, des grandes structures, et entre tout ça, des vides, pour créer des galaxies comme notre Voie lactée. Après 13,7 milliards d'années d'évolution, voilà ce qu'on observe. C'est une cartographie d'un bout du ciel. Ce que vous voyez là, donc, c'est juste la distribution dans l'espace des galaxies. Les points bleus chaque point bleu est une galaxie. Donc il y a plusieurs centaines de milliers de galaxies dans cette carte. Et vous voyez donc là une distribution qui se fait le long de filaments. Il y a des endroits où c'est vide, il y a des endroits où c'est très dense. Donc c'est cette structure de l'univers qui est le résultat de l'action de la gravité au cours de 13,7 milliards d'années. Donc c'est assez spectaculaire de voir la différence entre ce fond de ciel initial, donc ça c'est 350 000 ans après le Big Bang, et ça c'est 13,7 milliards après le Big Bang. Et c'est sous l'action d'une force simple qui est la gravitation. Alors, à partir de ce rayonnement fossile, on a pu contraindre les paramètres cosmologiques. La distribution de ces fluctuations, on peut l'analyser. Ça nous donne en particulier l'âge de l'univers, ça nous donne sa masse. Et donc on peut ensuite se dire, voilà, j'ai un modèle d'univers, je rentre ces paramètres que j'ai mesurés dans mon ordinateur, je mets dans mon ordinateur des conditions initiales que je pense représentatives de l'univers après le Big Bang. Je mets de la gravitation, je laisse tourner mon ordinateur et je vais voir ce qui se passe. Alors ces simulations sont devenues extrêmement précises. Vous en voyez en arrière-plan le résultat d'une grande simulation qui s'appelle le Millennium. Et si vous comparez à la carte précédente, c'est quand même assez... les structures que vous observez ici, on les retrouve ici dans la simulation de l'ordinateur. Alors, évidemment, le jeu, c'est de confronter et de comparer précisément le résultat de ces simulations avec les observations. Alors, donc, ces simulations sont extrêmement détaillées. Bon, ça, c'est donc pour vous montrer donc, le résultat d'une simulation sur ordinateur. Donc, on a mis de la matière noire, on a rentré les paramètres cosmologiques, et donc là, voilà ce qui se passe après 13,7 milliards d'années virtuelles. Donc, vous voyez cette texture qui est très complexe, qui est faite d'un mélange de vide et de régions très denses. Il y a des noyaux denses. Noyau dense ici, qui est un amas de galaxies, un autre amas de galaxies ici, des zones vides. Et donc c'est cette texture, cette structuration de l'univers qu'on souhaite comparer directement aux observations, ce qui n'est pas une mince affaire. Le point principal, c'est celui-ci, c'est-à-dire que donc, puisqu'on a cet outil, on connaît les paramètres de l'univers, on peut aussi les changer un petit peu, on peut ajuster les paramètres. Et donc c'est ce que vous voyez sur cette planche ici. Vous voyez 3 tranches d'univers, Redshift 3, Redshift 1 et le présent. Et pour chacune des tranches d'univers, on voit le résultat de la simulation quand on a légèrement changé les paramètres de la cosmologie. Alors, il y a différentes combinaisons, matière sombre froide, matière sombre un peu chaude, avec des trucs un petit peu exotiques. Donc sur chacune des simulations, on s'attache à ce qu'à Z et à Redshift 0, au présent, on est à peu près représentatif de l'univers actuel. Il faut quand même avoir une contrainte, c'est ce qu'on observe aujourd'hui.
Par contre, vous voyez que c'est extrêmement différent quand on monte dans le passé, entre une simulation comme celle-ci, donc qui est la cosmologie préférée aujourd'hui, hein, lambda CDM, et cette simulation-là, vous voyez que l'univers est très très différent. Donc on peut se dire que si on arrive à mettre en face de ces simulations des observations à ces époques-là, on va pouvoir être à même de discriminer les modèles d'univers, donc de contraindre davantage le modèle d'univers que ce que l'on a aujourd'hui. Alors, l'univers donc est peuplé de ces fameuses galaxies distribuées dans les grandes structures. Les galaxies, c'est des engins assez complexes qui sont donc le résultat de la coalescence de halos de gaz primordiaux qui s'effondrent sous l'action de la gravité, qui sont entourés d'un halo de matière noire. Donc c'est la matière noire qui crée un potentiel gravitationnel qui attire donc la matière gazeuse qui va se transformer en étoile. Il y a des phénomènes assez intéressants et assez violents comme les rencontres entre galaxies. On peut avoir des fusions, on a des rapprochements et des effets de marée qui peuvent détruire ou perturber fortement une galaxie. Et puis on a des petits satellites qui peuvent se former. La galaxie perd de la masse sous l'action des effets de marée, du chauffage gravitationnel. On peut avoir des halos de matière noire qui fusionnent avec la galaxie. Donc il y a tout un ensemble de phénomènes physiques qui construisent la galaxie au cours du temps. Donc vous voyez là encore une fois le résultat de paramètres qui sont rentrés dans l'ordinateur. On rentre ces petites fluctuations de densité initiale, on met la gravitation, on jette tout ça dans l'ordinateur et voilà la galaxie qui est en train de se former. Vous voyez donc les satellites qui fusionnent pour former au final une galaxie qui sera similaire à notre Voie lactée. Dans la réalité, on voit la complexité donc, de ce processus d'évolution. On voit des galaxies relativement symétriques comme celle-ci, une très belle galaxie spirale, similaire à notre Voie lactée, ou des galaxies plutôt elliptiques, comme cet objet ici. Mais on voit aussi le résultat de processus extrêmement violents, dont je vous parlais tout à l'heure, de résultats de cannibalisme, hein, de galaxies qui se rencontrent pour fusionner. Et donc cet ensemble de processus, au cours du temps, façonne les galaxies. Alors, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est l'environnement d'une galaxie. Cet environnement va être un pilote de son évolution, puisque vous comprenez bien qu'une galaxie qui se trouve dans une région de haute densité, un de ces amas que je vous ai montré tout à l'heure, va subir davantage de rencontres avec ses voisines qu'une galaxie qui va se trouver dans une zone un peu plus vide. Et donc ces rencontres vont avoir beaucoup plus d'effets sur l'évolution. Et vous voyez qu'au cours du temps, encore une fois, j'ai quatre tranches de temps, le chiffre de 3, 2, 1, 0. 3, c'est à peu près 10 milliards d'années dans le passé. 2, c'est 7 ou 8. 1, c'est 6 ou 7. Et puis 0, c'est nous, présent. Et donc vous voyez, en sous-jacent, en grisé, vous avez la matière noire, la matière sombre, qui là est représentée par ordinateur, on la suit sur l'ordinateur. Mais sur cette matière sombre vient se greffer les galaxies. C'est tous ces petits points-là qui sont identifiés. Chaque petit point est une galaxie, qui au début de la vie de l'univers, ces galaxies sont bleues, puisqu'elles viennent de former leurs étoiles. Et vous voyez que ces étoiles se forment principalement en liaison avec la structure de matière sombre sous-jacente. Et au fur et à mesure que l'univers évolue, donc que la gravité fait son effet, vous voyez apparaître des galaxies de plus en plus rouges aux endroits les plus denses. Remarquez, les objets rouges ici sont dans les endroits où la densité de matière est la plus importante. Et c'est vraiment à ces endroits où la densité est importante que l'évolution se fait le plus rapidement, où les galaxies s'appauvrissent en gaz et constituent ces grosses galaxies massives et elliptiques. Alors les enjeux observationnels sont nombreux. Pour observer tous ces phénomènes, on a besoin d'abord de remonter dans le temps si on veut mesurer l'évolution. Donc il faut utiliser ce décalage vers le rouge pour sonder l'univers. Plus les galaxies sont loin, plus elles sont faibles. Donc ça demande des télescopes extrêmement puissants. Et un élément qui n'est pas souvent réalisé, mais qui est extrêmement important, c'est de pouvoir observer de grands volumes d'univers.
C'est dans ces volumes qu'on est capable donc d'extraire des populations représentatives de galaxies et de pouvoir donc mesurer leurs propriétés précisément. Observationnellement, donc, il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape qui est de prendre des photos du ciel. Donc, c'est ce qu'on appelle l'imagerie. L'imagerie qui est faite, par exemple, au télescope Canada-France-Hawaï, donc à Hawaï. Vous voyez la grande caméra Megacam. C'est votre appareil photo, mais puissance 100, puisque chaque élément que vous voyez ici est un CCD. Hein, vous voyez souvent le sigle CCD sur vos appareils photo. Bah, les astronomes, c'était les premiers à mettre en œuvre ce type de technologie. Et là, c'est un méga CCD, Megacam, qui couvre donc 1 degré sur le ciel et qui permet de faire des sondages extrêmement profonds. Alors, ces images permettent de mesurer un certain nombre de choses. Première chose qu'on peut mesurer, c'est la position d'un objet sur le ciel. Une deuxième chose importante, c'est sa luminosité. Les astronomes, on utilise le terme magnitude. On peut mesurer leur couleur, on peut mesurer leur forme. Rien que là, on a déjà une somme d'informations importante. Ça ne paraît pas, mais simplement une photo du ciel, comme ça permet de mesurer des paramètres qui sont assez fondamentaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a un certain nombre de ces sondages qui sont en cours. Donc, il y a le grand sondage CFHT-LS, c'est-à-dire Legacy Survey, sondage pour la postérité, qui est conduit dans les bandes visibles. Un sondage dans les bandes infrarouges, puisque avec ce redshift, plus les galaxies sont loin, plus leur rayonnement est émis dans l'infrarouge. Donc, il faut faire des images dans l'infrarouge si on veut les voir. Dans le visible, on ne les voit plus. Et donc, c'est l'ensemble de ces images qui nous permet d'avoir une connaissance, donc position, luminosité, couleur, forme. Alors, ça donne des images assez spectaculaires. Là, c'est une très belle image donc, prise au CFH avec cette fameuse caméra Megacam. Vous voyez chaque petit point, là, c'est une galaxie. Donc là, vous avez 1 milliard d'étoiles dans ce petit point-là. Et donc, sur l'ensemble de la sphère céleste, vous avez des milliards de galaxies. Okay, et donc, ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment ces galaxies qui initialement étaient bleues sont devenues des galaxies plutôt rouges, comme ça, dans un amas de galaxies. Si vous voyez cet amas, cette concentration sur le plan du ciel. Une des grosses difficultés, c'est que sur cette image, vous n'avez aucune information sur la distance des objets. Vous ne pouvez pas me dire, cet objet-là, il est plus lumineux, donc il est plus près. C'est pas vrai. Hein, prenez une bougie, la bougie, elle peut être plus ou moins brillante. Si vous la mettez plus ou moins loin, vous êtes perdu, vous n'avez pas de référence. Et donc, le grand enjeu, c'est de pouvoir, sur chacun de ces points de galaxies, donc pouvoir dire, cet objet-là, il est à une distance, à un redshift, on a cette équivalence entre redshift et distance. Donc on a un redshift précis qui nous permet de faire la cartographie à 3 dimensions. Il nous manque la 3e dimension sur ce type d'image. Et c'est vraiment une grande difficulté quand on obtient des images extrêmement profondes, comme cette image, une des images les plus profondes qui a été obtenue avec le télescope Hubble, donc dans l'espace, où encore une fois on voit cette grande diversité de formes et de couleurs. Mais il est impossible de dire que cette galaxie-là est plus près que cette galaxie-là. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on a développé d'autres techniques, et une technique, c'est la spectroscopie. Un des pionniers d'utiliser la spectroscopie pour l'astrophysique, c'était M. Hubble, qui donc a commencé à mesurer des spectres de galaxies, de nébuleuses à l'époque, et donc qui a mesurer qu'un certain nombre de ces galaxies n'avaient pas les mêmes propriétés spectrales. Si vous regardez ce doublet ici, qui est une signature spectrale, hein, donc c'est un spectre, donc la lumière qui est dispersée depuis le bleu vers le rouge, on a 2 signatures spectrales ici qui, vous voyez, ne se retrouvent pas au même endroit du spectre, dépendant de la galaxie qui est observée. Donc on voit un redshift, un décalage vers le rouge, de cette signature. Plus la galaxie est loin, plus cette signature est décalée vers le rouge. Donc ça a été le premier à reconnaître que ce redshift cosmique pouvait être utilisé pour relier, donc pour tracer la distance des galaxies. Alors aujourd'hui on est sur des techniques qui sont beaucoup plus performantes évidemment, où on essaye donc
non pas de mesurer les galaxies une par une, parce que vous comprenez bien que vu la multitude de galaxies, ça prendrait un temps fou. Donc on a développé une technique qui s'appelle la technique de spectroscopie multi-objets, qui permet, comme son nom l'indique, de mesurer beaucoup d'objets à la fois. Alors comment ça marche? À partir de ces images profondes que je vous ai montrées, on opère une sélection, une présélection. On se dit, bon, ça peut être de toutes les galaxies dans le champ, mais en général, c'est beaucoup trop coûteux en temps d'observation. Donc on présélectionne un certain nombre de galaxies à observer et pour lesquelles on veut mesurer précisément la distance redshift. Une fois qu'on a identifié ces candidats, on met le disperseur dans le spectrographe, donc qui disperse la lumière, bleu-rouge. Dans cette lumière dispersée, on a toutes les informations spectrales, toutes ces signatures que l'on sait reliées à un certain nombre d'éléments qui sont observés au laboratoire. Donc c'est en comparant la position de ces signatures spectrales observées dans une galaxie avec ce que l'on connaît des éléments chimiques en laboratoire que l'on peut mesurer le redshift. L'arrêt de l'hydrogène, par exemple, l'atome d'hydrogène a une raie caractéristique à 6562 angstroms. Eh bien, cette signature, en laboratoire, est précisément mesurée. Quand on observe dans un spectre de galaxie une raie qui peut être identifiée avec H-alpha, eh bien, on est capable de mesurer immédiatement le redshift. Je reviendrai tout à l'heure sur cette mesure qui est pas triviale. Donc avec cette technique de spectroscopie multi-objets, on est capable de conduire ces fameux sondages. Et on a commencé évidemment par l'univers proche. On commence à faire ce qui est le plus à notre portée. Et donc il y a eu deux grands sondages qui ont été conduits. L'un s'appelle le 2DSF Galaxy Redshift Survey, donc le relevé de galaxies du 2DSF qui a été fait avec le télescope de l'AAT en Australie. Et puis le Sloan Digital Sky Survey, qui est un autre relevé qui a été fait avec un télescope spécialisé aux États-Unis. Donc ça nous donne une cartographie complète de l'univers, avec 1 250 000 redshifts qui ont été mesurés. C'est quand même assez considérable par rapport aux 5 galaxies que vous avez mesurées par M. Hubble. Et donc c'est cette distribution qui nous permet ce type d'échantillon qui nous permet de définir les propriétés précises de l'univers aujourd'hui. Alors comment ça a été fait? Donc le sondage de Sloan, donc 1 million de décalage vers le rouge. Ils ont construit un télescope de 2,50 m, spécialisé. Ce télescope ne fait que ça. Au dos du télescope, vous avez 600 fibres. Vous voyez, chaque petite fibre là, optique est mise exactement en face d'une galaxie, puisqu'on a les positions des galaxies qui ont été mesurées dans les images que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc il suffit de connaître la correspondance entre le plan focal de votre télescope et puis où se trouvent les galaxies. Et vous mettez une fibre. La lumière de la galaxie rentre dans la fibre va dans un spectrographe. Vous avez le spectre, vous avez la distance, la composition chimique. Vous faites ça, mettez 600 fibres, 600 galaxies mesurées d'un coup. Okay, c'est extrêmement efficace. Alors ça permet de faire une cartographie très très précise de l'univers. Donc voilà une des cartes publiées par le sondage Sloan. Donc nous on est ici, là, le petit zéro. Et puis bon, il y a des tranches d'univers qui ont été observées. Les tranches intermédiaires ici, c'est essentiellement notre galaxie. Si vous imaginez, nous on est dans notre galaxie, donc il y a une partie du ciel de chaque côté qui est obscurcie, qu'on ne peut pas réellement observer avec précision pour trouver la distribution des galaxies. Et donc dans les zones accessibles, on a répertorié toutes les galaxies, leur distribution en grande structure, les vides, les filaments, et ça pour tout l'univers, pour tout le ciel. C'est un sondage complet de l'ensemble du ciel, sauf dans ces régions où notre galaxie masque les galaxies d'arrière-plan. Alors le sondage de DSF, lui, c'est assez similaire. Une technique, donc, eux aussi à fibre, ou au foyer du télescope de 4 mètres donc de l'AAT, en Australie, donc spectrographe aussi, 400 fibres, 2 degrés de champ, là aussi extrêmement efficace, qui a permis de faire des cartes splendides comme celle-ci. Donc vous voyez encore une fois, donc l'observateur est ici, présent, et on sonde jusqu'à 3 milliards d'années. Donc c'est l'univers local, mais on commence à échantillonner aussi un petit peu le passé. Et vous voyez ces zones très denses, codées en rouge ici, et les zones moins denses, les filaments, les vides, donc une structuration très forte de l'univers après ces 13,7 milliards d'années.
Alors, donc ça, c'était l'univers local. On veut mettre en face de ces simulations, donc à Redshift 2, 3, l'univers tel qu'il est, observé. Et donc c'est pour ça qu'on a conçu un télescope, un instrument qui s'appelle VIMOS, que l'on a construit donc, pour le grand télescope VLT du Chili. Et avec ce grand télescope, on conduit un sondage qui s'appelle VVDS, un acronyme, on utilise beaucoup d'anglais en astronomie, hein, je m'excuse, VIMOS VLT Deep Survey. C'est un projet franco-italien, mais on utilise l'anglais, désolé. Alors, vous voyez comment ça se passe sur le télescope. Hein, le télescope de 8 mètres est ici, il déborde de l'image ici. Ce que vous voyez, c'est le foyer Nasmyth, donc un des foyers du télescope. L'instrument est ici, il pèse 4 tonnes et permet donc de mesurer beaucoup de galaxies. Vous allez voir dans l'image suivante. C'est une vue un peu plus générale. Donc, l'instrument est ici. C'est vraiment là le concentré de technologie qui nous permet d'analyser donc, la lumière qui est collectée. Hein, ça, c'est un grand entonnoir à lumière. Il y a le grand miroir qui est ici, 8 mètres de diamètre, qui renvoie la lumière dans l'instrument. Et c'est là où on dissèque cette lumière. Donc, c'est 4 tonnes d'optique. Il y a des lentilles qui sont 80 cm, qui sont donc à l'intérieur de l'instrument, donc aussi grandes que les grandes lentilles de la grande lunette de Meudon. Donc en un siècle, ce qui était le diamètre du télescope est devenu un élément optique d'un instrument d'analyse au foyer du télescope. L'évolution en un siècle, c'est assez considérable. Alors voilà ce qu'on fait donc avec cet instrument. C'est vraiment une machine à arpenter l'univers, puisque dans une seule pose, on peut obtenir la distance de 1000 galaxies. Donc là, vous voyez les 4 images qui sont obtenues par le spectrographe. Chaque petit trait vertical est un spectre. Vous voyez celui-ci qui est agrandi, qui vous donne une image donc, de ce spectre. Le bleu est ici, le rouge est ici, et ce que vous voyez, la signature de la galaxie, c'est ce trait vertical. Ça, c'est une galaxie. Et donc, quand on analyse cette trace, c'est là-dedans qu'on va pouvoir extraire les informations pour mesurer donc le redshift, la composition chimique, etc. Alors c'est difficile de mesurer un redshift. Donc ça c'est un graphe, c'est un petit peu de temps pour vous l'expliquer, c'est pas complètement trivial, mais c'est pas complètement difficile non plus. Donc ça c'est l'intensité de la lumière en fonction de la longueur d'onde. Le bleu est ici, le rouge est ici, c'est la longueur d'onde au repos. Donc c'est pour vous montrer quel type de signature spectrale on utilise pour mesurer ce fameux redshift. Je vous parlais de l'arrêt de l'hydrogène, H-alpha, à 6562 angstroms. Donc vous voyez que c'est une des signatures les plus fortes dans le spectre d'une galaxie. Une autre signature très forte, c'est l'arrêt de l'oxygène 2 fois ionisé, 3727 angstroms. Et vous voyez cette forme caractéristique du continu d'une galaxie. Hein, les photosphères d'étoiles, des milliards d'étoiles dans une galaxie, c'est la lumière émise par ces photosphères se combine pour former ce qu'on appelle un continu. Et donc c'est à la fois la forme de ce continu et la position et l'intensité de ces raies qui nous permet de déterminer un redshift. Ce qui est observé dans une galaxie distante, c'est ce spectre au repos multiplié par le redshift observé. Et donc le jeu, c'est de pouvoir corréler l'observation qui est faite à grand redshift avec l'observation en laboratoire pour mesurer le redshift. Alors, grande difficulté, c'est qu'on n'observe pas tout ça d'un seul coup quand on observe avec un spectrographe, parce que les galaxies étant décalées vers le rouge, toute cette partie-là du spectre, qui est la partie qu'on appelle visible, entre 4000 angstroms et 7000 angstroms, toute cette partie-là disparaît du domaine visible dès que la galaxie est à un redshift au-delà de 1. Donc à peu près à la moitié de l'âge de l'univers, les galaxies qui sont au-delà de ça ne montrent plus ces signatures-là dans le domaine visible. On récupère ces signatures qui sont dans l'ultraviolet, qui sont beaucoup moins proéminentes que les signatures dans l'infrarouge, et avec lesquelles on doit se battre pour pouvoir identifier le redshift, sachant que le bruit de détection, c'est les objets étant très faibles, le bruit de détection est quasiment au niveau de l'intensité des raies qu'on cherche à mesurer. Alors, il y a quand même une raie qui est intéressante, une signature spectrale, qui est la raie Lyman alpha, à 1215 angstroms, qui est elle aussi une signature très souvent présente dans les galaxies distantes.
Donc le jeu, c'est avec ces milliers de spectres qui sont observés, on extrait, on extrait le spectre et on essaie de le corréler avec ce qu'on connaît au repos pour mesurer un redshift de chacune de ces galaxies. Alors voilà un des spectres qui peut être observé. Donc ça ce n'est plus la longueur d'onde au repos, mais c'est la longueur d'onde observée. Voilà le type de signature qu'on a. Donc il y a les petites fluctuations, là, c'est du bruit. D'accord, mais là, par exemple, il y a une signature importante. C'est une signature qui est identifiée. Donc, quand on corrèle avec un spectre au repos, on se rend compte que ces raies-là correspondent avec le carbone 4, le carbone 2 fois ionisé, et d'autres raies. Là, le carbone 4 au repos, c'est 1549 angstroms. Vous voyez que là, avec le redshift, ça se retrouve à quasiment 7000 angstroms. L'effet du redshift est extrêmement important. Alors, les sondages ne se conduisent pas dans le vide. Hein, on a vraiment la nécessité de définir une stratégie complète qui se base donc sur ces fameuses images profondes, où on échantillonne des champs qui sont bien répartis sur le ciel pour être suffisamment représentatifs. On crée un catalogue de sources à partir de ces images. En l'occurrence, pour ce sondage, on a créé un catalogue de 3 millions d'objets qui sont observés ensuite systématiquement avec le spectrographe VIMOS. Pour conduire ce sondage en redshift, on a une stratégie de poupée russe, c'est-à-dire qu'on a un sondage grand champ sur lequel on ne va pas très profond. Ça nous permet de sonder l'univers jusqu'à peu près 8 milliards d'années dans le passé. Un sondage qu'on appelle profond, donc lui où on observe moins d'objets, ils sont plus faibles, et donc on va plus loin dans le retour en arrière, on est à peu près à 12 milliards d'années. Et une sonde encore plus profonde, là où le nombre d'objets est plus faible. Là, on avait 100 000 objets, là, on en a 20 000, on n'en a plus que 1000. Mais là, qui nous permet de remonter quasiment très peu de temps après le Big Bang. Alors, voilà un petit peu ce que ça donne dans la réalité. Donc là, c'est à très grande distance de nous. Hein, c'est des galaxies qui sont observées à peu près à la moitié de l'âge de l'univers, jusqu'à 8-10 milliards d'années dans le passé. Donc c'est un champ qui est observé, donc c'est sur le plan du ciel, hein, c'est les coordonnées, si vous voulez, longitude, latitude, hein, sur le plan du ciel. Tous les points bleus, ce sont les galaxies qui ont été mesurées, on a mesuré leur redshift, hein, donc on a leur position précise en 3 dimensions. Donc 4 degrés carrés qui ont été mesurés, 15 000 redshifts identifiés. Vous voyez la Lune ici pour référence. Ça vous donne une idée un petit peu de la densité. Hein. La prochaine fois que vous regardez la Lune, dites-vous que derrière ça, il y a des milliers de galaxies derrière la Lune, hein, qui sont distribuées jusqu'aux fins de l'univers. Alors maintenant, si on fait la coupe non plus projetée sur le plan du ciel, mais on regarde le long de la ligne de visée, donc nous, on est ici, et c'est un cône donc, d'univers qui est observé, et on voit la distribution, plus on s'éloigne de nous, cette distribution des galaxies, on voit les filaments, les vides, qui se propagent, donc qui sont toujours présents jusqu'à des époques, la moitié de l'âge de l'univers. Donc ça, c'était le cône, la première partie de la poupée russe, donc le sondage grand champ. Là, c'est une sonde qui est donc encore plus profonde. C'est donc un cône d'espace-temps. L'observateur est ici et on remonte jusqu'à 10 milliards d'années. Donc, le long de la ligne de visée, on a toutes les époques qui sont échantillonnées. 9000 galaxies qui sont mesurées. Et ce que je vais vous montrer juste après, c'est ce cône d'espace-temps qui est coupé en tranches. C'est-à-dire qu'à chaque tranche de temps peut être identifiée séparément et mesurée. Alors voilà ce que l'on voit. On a fait démarrer le cône à l'endroit où les sondages de l'univers proche s'arrêtent. C'est-à-dire ce que vous avez vu tout à l'heure du Sloan et du 2DSF, ça s'arrête ici. Ensuite, on continue le cône d'espace-temps, donc c'est la première tranche de temps, entre redshift 0,5 et 0,6, on est à peu près à 2-3 milliards d'années ici. Et les tranches de temps successives, donc jusqu'à remonter à 8 milliards d'années dans le passé. Donc chaque tranche ici représente l'univers tel qu'il était à ces époques-là. Le codage est un codage qui vous montre la densité de galaxies. Donc les endroits où c'est plutôt blanc-rouge, c'est les endroits les plus denses, alors que les endroits ici qui sont noirs, c'est les endroits où vous n'avez pas de galaxies. Donc on voit très bien que, quelles que soient les époques, on a tout à fait des structurations importantes de l'univers. Même à la moitié de l'âge de l'univers, il y avait déjà des endroits qui sont très vides et des endroits qui sont très denses.
Alors on a des moyens de codifier, de quantifier ces propriétés. On utilise par exemple ce qui s'appelle la fonction de corrélation des galaxies, qui nous indique comment les galaxies se regroupent dans l'espace, qui nous permet d'avoir des mesures précises et de comparer ces mesures à différentes époques et d'en tirer l'évolution. Une dernière chose que l'on a faite, c'est de faire un recensement complet qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. C'est la première fois qu'on a été capable de comptabiliser précisément toutes les galaxies présentes à peu près 10 à 12 milliards d'années dans le passé. Ce qui était fait avant nous, c'était une technique qui était une technique de présélection extrêmement violente. On n'avait jamais trouvé ces galaxies, donc il fallait bien trouver, les identifier d'une manière ou d'une autre. Donc il y avait un premier passage où on avait présélectionné des objets basés sur la couleur. Et cette présélection qui avait été faite, c'était par des équipes américaines, en fait, s'avère manquer à peu près la moitié des objets. La moitié des galaxies avaient échappé au sondage précédent. Nous, du fait qu'on a une approche qui est extrêmement... qui n'est pas biaisée, hein, notre sondage de population se fait sans biais, on a observé toutes les galaxies et on a pu comptabiliser donc précisément un certain nombre d'objets qui avaient échappé donc à ce comptage. Alors l'impact direct, c'est que s'il y a plus de galaxies, il y a plus d'étoiles, donc ça veut dire que l'univers a été beaucoup plus efficace dans sa production d'étoiles que ce qu'on pensait auparavant. Donc ce qu'on appelle le taux de formation d'étoiles, que l'on retrace le long de la vie de l'univers, à ces époques, donc 10-12 milliards d'années dans le passé, la formation d'étoiles était extrêmement intense. Sur le dernier volet, là, je voudrais vous montrer un petit peu les différents outils qui sont en train d'être préparés pour le futur. J'en ai choisi 4. Je vais vous les lister un par un. Donc c'est un mélange entre des outils dans l'espace et des outils au sol. Le premier, c'est un observatoire qui va être spectaculaire. C'est le successeur du télescope Hubble. Vous savez que Hubble a une durée de vie qui va être encore relativement limitée. Bon, il va y avoir une prochaine mission de la navette pour le remettre un petit peu à niveau pour encore quelques années. Mais ensuite, sa mort est quand même programmée. Et donc, on prépare son successeur. Et son successeur s'appelle d'un nom un petit peu que seuls les Américains comprennent. C'est James Webb, Monsieur James Webb, Space Telescope. C'est un ancien administrateur de la NASA. Et donc, ce télescope va avoir un diamètre de 6,50 m, donc vraiment un grand télescope, dans l'espace, travaillant dans l'infrarouge, donc avec une sensibilité exceptionnelle. De mettre un télescope dans l'espace, c'est non seulement la résolution, des images extrêmement fines, mais c'est aussi la détection, puisqu'on s'affranchit du fond qui est produit par l'atmosphère. Et donc ça va nous permettre d'aller pousser extrêmement loin donc, la recherche des premières galaxies. Et on espère avoir accès à des redshifts de l'ordre de 10, 15, 20, pour sonder les époques que l'on appelle les époques de rayonisation, quand l'univers commence à sortir de ses limbes et où les premières étoiles sont en train de se former à partir des nuages gazeux de l'univers primordial. Alors comment on compte faire ça ? Ça va être de chercher des aiguilles dans une botte de foin. Ça vous montre un exemple d'une galaxie qui a été trouvée récemment, qui est une des plus distantes connues. Vous voyez cet effet du redshift où dans les bandes visibles, on ne voit rien. C'est seulement en regardant dans les bandes infrarouges que l'on voit cette galaxie. Et c'est la comparaison de ces différentes couleurs qui nous donne une indication de la distance de l'objet. Donc c'est systématiquement dans toutes les images, en répertoriant les objets de ce type, qu'on va essayer de sonder les premières époques, donc un demi-milliard d'années après le Big Bang. Et c'est vraiment l'enjeu majeur pour ce télescope James Webb. Voilà une vue d'artiste, où vous voyez donc le miroir primaire, 6,50 m, segmenté, ça va être déployé dans l'espace, le télescope qui va être lancé, et le miroir va se déployer une fois que c'est en orbite. Un bouclier pour le protéger du rayonnement solaire, c'est à peu près la taille d'un terrain de tennis, cette partie bleue-là. C'est un télescope imposant. Une autre manip spatiale qui a été proposée à l'Agence spatiale européenne, c'est une manip qui s'appelle SPACE, qui là est un télescope de plus petit diamètre, un télescope de 2 mètres, mais qui a un grand champ et qui met en œuvre une technologie de spectroscopie multi-objets, donc de faire de la spectroscopie de beaucoup d'objets, à peu près 10 000 objets d'un seul coup, où là l'idée c'est de cartographier tout le ciel. Dans 10 ans, si ça c'est accepté,
on aura mesuré tous les redshifts de toutes les galaxies disponibles dans le ciel jusqu'à des redshifts de l'ordre de 2. Et là, on aura la cartographie complète de l'univers, on aura fini notre arpentage au moins jusqu'à ces époques. Et ça doit nous permettre de contraindre cette fameuse énergie noire. Alors comment on fait ça? On mesure les fluctuations, ce qu'on appelle le spectre de puissance, qui contient qui code les ondes acoustiques primordiales au sein de l'univers. Et c'est la mesure de ces oscillations, de leur position spatiale, qui nous permet de contraindre les paramètres cosmologiques. Alors ça, c'est une simulation qui nous montre ce que l'on peut attendre. Vous voyez ici donc une grande partie de l'univers qui sera observée. Juste pour vous rappeler ce petit encart, là, c'est le SDSS, le plus grand sondage de l'univers proche, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ce petit truc-là. Donc vous voyez l'ensemble du ciel qui sera répertorié. Vous le voyez en projection, parce que là on n'a pas le 3D, donc c'est juste une coupe dans la distribution 3D. Donc on va couvrir depuis redshift 0 jusqu'à un redshift 1.5, voire 2, en mesurant près de 500 millions de galaxies. Alors, il y a un certain nombre de phénomènes qui demandent de percer les cocons gazeux où les étoiles se forment, et pour ça on a besoin d'utiliser les ondes millimétriques. Il y a un grand télescope qui est en construction au Chili. Alors ce n'est pas un télescope au sens classique, c'est un télescope qui est fait de 64 antennes, chaque antenne étant à peu près 12 mètres de diamètre, 5200 mètres d'altitude. Il faut la bouteille d'oxygène, c'est impossible. Et donc qui sont chargés de recueillir les micro-ondes qui sont émises par les systèmes stellaires en formation dans les premières galaxies. Alors, les premières galaxies, on pense qu'il y a un mélange qui se fait entre les étoiles qui sont en train de se former, le gaz, les cocons de gaz, etc. Donc on pense avec les ondes millimétriques pouvoir percer ces endroits de formation pour aller regarder en détail ces fameuses galaxies primordiales. Donc c'est sur un site absolument phénoménal. Donc c'est un plateau à 5200 mètres d'altitude dans les Andes. Vous voyez qu'il y a même des montagnes qui sont encore plus hautes que ça. Ça culmine à 6300 mètres autour du plateau. Et c'est vraiment, ça fait vraiment du Chili une zone du monde qui est unique pour l'astrophysique. Vous voyez cette image qui a été prise donc, de la côte chilienne. Vous voyez très bien donc, le VLT qui est ici, le VLT du Chili. Les nuages qui restent bloqués sur la mer. Toute la partie de la cordillère des Andes qui est du côté pacifique, qui est complètement libre de nuages. Et les nuages qui restent bloqués de l'autre côté, du côté Argentine. Et donc toute cette zone ici est extrêmement propice à l'astrophysique. C'est pour ça que tous les grands télescopes majeurs des plus grandes nations sont installés au Chili actuellement. Et donc ALMA, lui, se trouve un peu plus en arrière, sur une zone qui est elle aussi très protégée et extrêmement sèche. Et pour finir, donc, la prochaine génération de très grands télescopes au sol, on est en train de la préparer. Le télescope VLT est en service depuis maintenant 6-7 ans au Chili, donc 4 télescopes de 8 mètres. On est déjà en train de préparer la génération suivante, et la prochaine génération, ça va être un télescope de 42 mètres de diamètre. C'est vraiment du gigantisme, et c'est du gigantisme pas pour le plaisir d'être immense, c'est simplement parce que les questionnements scientifiques que nous avons aujourd'hui demandent la capacité de collection des photons qui est offerte par un diamètre de 42 mètres pour nous permettre d'aller regarder ces premiers instants dans la vie de l'univers, de regarder ces briques en formation pour constituer des galaxies comme la nôtre. Ça fonctionnera dans le domaine visible et dans le proche infrarouge pour suivre ces galaxies décalées vers le rouge qui seront observées dans les premiers instants de la vie de l'univers. Voilà le projet tel qu'il est actuellement. Un petit humain ici, pour donner l'échelle. Et donc vous voyez le gigantisme de la chose. Donc 42 mètres, une structure mécanique extrêmement pointue qui permet donc d'assurer la précision de ce télescope. 2 plateformes de chaque côté qui reçoivent ces fameux instruments. Encore une fois, le télescope produit une collection de lumière, mais il faut l'analyser. Donc on est en train aujourd'hui d'étudier les instruments de prochaine génération, donc, qui vont s'installer sur ces grands télescopes et qui vont nous permettre, on espère, de continuer à percer les mystères de l'univers. Et je vais m'arrêter là. Merci.
Bien, merci Olivier, très impressionnant. Ouais, déjà, les résultats depuis 50 ans, là, même depuis 20 ans, sont prodigieux. Les progrès sont vraiment très très rapides. Je peux évoquer personnellement le souvenir d'avoir essayé aussi d'observer des galaxies pour faire des sondages. On appelait ça des surveys en anglais. Et aux 5 mètres du Mont Palomar, dans les années 76, quand j'y étais, quand on avait observé 30 galaxies, obtenu des spectres de 30 galaxies dans la nuit, on était très très fiers. Je me souviens quand je suis revenu à Meudon, on expliquait ça à mes collègues. Tout le monde était impressionné, même moi. Voilà, maintenant, on est à 10 000 ou 2 000 par nuit. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Bon, je vais vous donner la parole. Merci pour cet exposé très convaincant. Je m'aperçois, on affine de plus en plus les chiffres, les nombres. Les appareils sont de plus en plus précis. Or, je me pose quand même une petite question. On a trouvé une galaxie qui a été formée 500 millions d'années après le Big Bang. Le Big Bang a eu lieu il y a 13 milliards 700 millions d'années. Compte tenu de la période de formation de la galaxie, et de plus j'ai entendu qu'il y a à peu près 2 ans, on avait trouvé des galaxies encore plus âgées. On n'en fait plus état maintenant. Est-ce que ça, excusez-moi, est-ce que ça va coller? Oui, alors il faut pas confondre galaxie Merci. distante et galaxie âgée. Déjà, c'est le premier élément de réponse. C'est-à-dire que quand on dit la galaxie, elle a 13 milliards d'années, en fait, elle est observée telle qu'elle était il y a 13 milliards d'années. D'accord ? Donc c'est ce fameux retour dans le temps. Donc, souvent dans la presse, c'est mal décodé. Mais donc ces galaxies à 13 milliards d'années, ou 13,2 si elle a 500 millions d'années, c'est une galaxie très jeune. Mais vous avez raison de poser la question de si elle existe déjà donc à 500 millions d'années après le Big Bang, ça veut dire qu'elle s'est formée entre 13,7 et 13,2. Bon, et cette période de formation, pour le moment, on n'en a pas encore on n'a pas encore pu sonder cette période. Hein. Donc, pour former une galaxie qui a une masse, c'est une masse de quelques milliards de masses solaires qui a été identifiée à ces distances-là, il faut typiquement entre 100 et 200 millions d'années. Donc vous pouvez vous dire que cette galaxie, observée à 13,2 milliards d'années dans le passé, elle a été formée à 13,4, 13,5, à la louche. À la louche. Pour le moment, on n'a pas encore. On aimerait bien aller voir des objets un peu précurseurs de ce type d'objet. C'est pas encore pour maintenant. Oui, vous nous avez montré ces formidables recherches que vous faites. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme renseignement déjà sur la répartition, puisque c'était votre sujet de départ, sur la répartition de la matière visible dans l'univers à travers les âges, et par ailleurs, où en est la répartition de la matière noire ainsi que l'énergie noire, la répartition dans l'univers? Qu'est-ce que ça donne? Si j'avais la réponse, on arrêterait de chercher. Donc la difficulté actuelle, c'est que donc on est capable de quantifier, on est capable de mesurer la distribution de la matière lumineuse. Donc les galaxies, c'est ces quelques pourcents que je vous ai montré au départ. Okay, si on veut essayer d'en tirer des enseignements sur la distribution de la matière noire, il faut qu'on fasse appel il faut qu'on connecte ça avec les modèles d'univers. Donc on a un paramètre qui est assez bizarre en astrophysique qui s'appelle le biais, et qui décrit la différence de répartition entre la matière lumineuse, donc les galaxies, et la matière sombre. Et avec nos sondages, on est capable de mesurer ce biais. C'est par ce biais-là, si je puis dire, qu'on est capable d'avoir une idée de comment se distribue la matière sombre. On est capable de quantifier la masse des halos de matière noire qui sont sous-jacents aux galaxies, et de voir que cette masse, au cours du temps, elle s'est effectivement accrue au cours du temps. Et donc on est capable de mesurer que la croissance de la masse de la matière sombre est bien conforme aux prédictions théoriques des modèles hiérarchiques. Mais on est loin encore de contraindre l'énergie noire. C'est ces fameux sondages de prochaine génération qui, on l'espère, vont pouvoir donner davantage de contraintes qu'aujourd'hui.
Il y a d'autres sondages. Là, je me suis concentré sur les sondages. Hein. Il y a d'autres manières d'obtenir des informations sur l'évolution de l'univers. Il y a en particulier les supernovas, qui sont utilisées pour mesurer l'accélération de l'univers. Il y a ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles, qui permettent aussi de contraindre les paramètres de l'univers. Et c'est en ayant toutes ces observables ensemble que l'on va être capable de contraindre davantage l'énergie noire et la matière noire. J'ai lu récemment dans une revue scientifique qu'un astrophysicien israélien disait qu'il n'y avait pas besoin de l'hypothèse de la matière noire et de l'énergie sombre pour expliquer l'univers. Alors, je vous remercie d'avoir posé la question, parce que bon, je crois que c'est important, et c'est pour ça que j'avais mis ce point d'interrogation au début de ma présentation. Hein, on affirme, nous scientifiques, on dit voilà, on connaît le modèle d'univers. C'est un peu prétentieux. Et l'histoire des sciences nous dit qu'il faut toujours être prudent sur le fait qu'on est capable de contraindre, de vraiment contraindre l'univers dans lequel on se trouve. Donc, devant 95% de l'univers dont on n'a pas la moindre idée de ce que ça peut être, je crois que c'est important de regarder les théories alternatives qui sont capables de reproduire les observations. C'est là où le bas blesse, si vous voulez. C'est qu'actuellement, le modèle standard qui est testé ne montre pas de faille. Okay, donc on n'a pas encore réellement de raison de changer de modèle. Peut-être qu'en continuant ces observations, le jour où on aura tout le ciel, on aura toutes les grandes structures quantifiées précisément, peut-être que là on se rendra compte que les modèles actuels sont pris en défaut et qu'on aura besoin de revenir à la théorie et de changer le modèle. Actuellement, on n'a pas réellement besoin. Alors, ça n'empêche pas de spéculer. Et donc, il y a des gens, comme nos collègues respectables, qui spéculent, qui se disent, bon voilà, quelles pourraient être les alternatives au modèle d'univers courant, hein, et donc, voilà. Mais pour le moment, donc, ces modèles alternatifs ne sont pas plus prédictifs et ne collent pas mieux aux observations que le modèle standard. Donc, on n'a pas réellement le besoin d'en changer. Mais si on se revoit dans 10 ans ou dans 5 ans, peut-être que le cadre aura complètement explosé. Non, mais je pense, oui, ça, si je peux commenter ce que tu dis, c'est vrai qu'on a besoin d'un modèle, ne serait-ce que pour pouvoir concevoir les instruments. Pour concevoir un instrument, les modèles prédisent qu'il vaut mieux utiliser tel type de spectrographe, tel type de contrainte. Bon, les gens travaillent là-dessus. Et c'est ensuite, en testant à bout ce phénomène, ou ce modèle, qu'une autre théorie peut s'avérer plus... Donc en fait, on sert toutes les théories en même temps. En utilisant une, on fait aussi le lit des autres. Mais il faut bien partir d'un outil qu'on choisit, pas arbitrairement, évidemment. On choisit celui qui donne les meilleurs résultats à un moment donné, mais les scientifiques sont jamais complètement prêts à tout miser sur une théorie. Je crois que le grand enjeu, pendant des décennies, on a eu une théorie qui était validée par les observations que partiellement. On est en train d'augmenter les observables et de faire en sorte qu'on ait une quantification précise des propriétés de l'univers. Et c'est cette quantification qui nous permet ensuite de valider ou d'invalider un modèle. Donc on continue ces sondages et puis peut-être qu'un jour on aura besoin de changer de cadre. Je voulais poser la question parce qu'on nous dit qu'il y a une dizaine de galaxies qui entrent chaque année dans l'horizon cosmologique. Alors, de quand datent ces galaxies ? C'est une question intéressante. Bon, l'univers est en expansion. Donc, au fur et à mesure que l'univers s'étend, l'horizon, donc la limite de l'observable change. Et donc, c'est par ce biais de changement que les galaxies éventuellement peuvent rentrer dans notre horizon. Ça veut pas dire que les galaxies basculent d'un univers à l'autre, c'est notre perception. Et donc, nécessairement, c'est des objets extrêmement distants. J'ai jamais fait le calcul, j'ai jamais vu fait. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi. Pardon ? Ce sont des objets extrêmement distants. Leur distance est connue par le modèle, par les paramètres. Au point de vue âge, c'est l'âge de l'univers, oui. C'est l'âge du Big Bang. C'est les objets les plus anciens qu'on puisse imaginer. Oui. Alors, parce que ça voudrait dire que leur lumière ne nous parvenait pas encore. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a un moment, donc, du fait de l'expansion, il y a un moment où l'horizon s'étend et vous donne accès à des objets qui étaient... Ça aurait été formé qu'il y ait eu un temps
après le Big Bang. Ah bah quasiment tout de suite, enfin, quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. C'est les premiers objets qui se sont formés. Et chaque année, Mais ils ont tous à peu près le même âge. Elles ont tous à peu près le même âge. D'après cela, est-ce que l'usage, la naissance de l'univers recule quand on voit beaucoup plus loin de nous, ou est-ce que c'est constant? D'après ce qu'on voit d'autre part, quand on regarde en rayon gamma, on voit beaucoup plus loin ce qui est observable. Est-ce que l'univers gamma est né en même temps que notre univers? Est-ce que l'infrarouge est né aussi en même temps que notre univers? Est-ce qu'il n'y a pas de dissociation entre les trois visions qui permettrait justement d'aller plus loin et de voir plus loin puisque ça devient visible pour nous? Pardon. Alors malheureusement non. Donc on n'a pas de possibilité de changer de longueur d'onde pour aller sonder au-delà du Big Bang. Il n'y a qu'un seul âge de l'univers. Il y a 13,7 milliards d'années, ça s'applique à tout le monde. C'est sans dérogation. Jusqu'à preuve du contraire. Attendez, c'est le modèle courant. Donc par contre, les rayons gamma que vous mentionnez, ça nous permet d'identifier ce qu'on appelle les gamma ray bursts. C'est des événements extrêmement majeurs d'explosion qui sont visibles à des distances extrêmement grandes. Donc une étoile massive qui va être formée très tôt dans la vie de l'univers. Prenez une étoile qui a quelques dizaines de masses solaires, la masse de notre Soleil. Elle va très vite évoluer. Elle va exploser sous une forme qui peut être extrêmement catastrophique et produire ces rayons gamma. Et ces rayons gamma sont visibles jusqu'aux distances les plus reculées. Ça fait partie il y a un rayon gamma qui a été observé à un chiffre de 6,4, si je ne m'abuse, donc ça fait partie des objets les plus distants observés dans l'univers. Et donc il y a toute une panoplie d'instruments qui sont déployés pour aller identifier ces sursauts gamma qui sont très rares et immédiatement pouvoir aller pointer un télescope pour mesurer le redshift. Et à l'occasion, ce sursaut gamma éclaire toute la ligne de visée entre le sursaut gamma et nous, et ça nous permet de sonder tout ce qu'il y a devant, enfin sur la ligne de visée entre nous et le sursaut gamma, d'avoir un sondage sur une seule ligne de visée, mais extrêmement lointaine. Oui, je voudrais savoir comment vous articulez vos recherches avec celles qui sont faites en parallèle sur la structure de la matière. Oui, excellente question. Donc tout ce qui est matière noire et énergie noire, surtout matière noire, donc c'est l'objet d'intenses recherches dans les accélérateurs de particules, puisqu'on recherche des particules qui pourraient expliquer cette matière noire et donc avoir une compréhension fine. Donc effectivement, l'infiniment petit rejoint l'infiniment grand, et nos collègues physiciens des particules sont en collaboration avec nous, à tel point qu'il y a un domaine de recherche qui s'appelle astroparticules, qui donc met en connexion la physique à grande échelle de l'univers et la physique à très petite échelle. Bonsoir. J'ai deux questions. La première, c'est je voudrais faire la différence entre la matière noire et l'énergie noire, parce que je fais pas la différence. Je comprends pas la différence. Alors, la matière noire, on en voit les effets gravitationnels sur des objets comme les galaxies ou les amas de galaxies. C'est-à-dire qu'on est capable de mesurer précisément sa masse. C'est-à-dire qu'on voit, on voit une galaxie sur une orbite spécifique. On est capable de mesurer sa trajectoire. Et en fonction de sa trajectoire, de se dire, oui, il y a une masse qui impose cette trajectoire à cette galaxie. Donc c'est une première façon de faire. Une deuxième façon, c'est ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. Vous avez sûrement vu ces images spectaculaires où on a un amas de galaxies qui sert de loupe pour les galaxies qui sont derrière et qui distord les galaxies d'arrière-plan en arcs, ce qu'on appelle les arcs gravitationnels. Et ces arcs ne peuvent se former que du fait de la masse qui est interposée entre nous et ces galaxies d'arrière-plan. Et en fonction de la forme de ces arcs,
on est capable de mesurer la masse qui est inscrite. Et si on compte les galaxies, donc on compte la lumière, on a une certaine quantité de matière, mais cette quantité de matière est à peu près 10 à 100 fois trop petite pour expliquer les distorsions gravitationnelles. Donc on a besoin de matière sombre qui n'émet pas de lumière pour expliquer ces distorsions. Donc ça, c'est la matière noire. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous fait dire que la matière noire agit sur la matière baryonique en favorisant la gravitation et la formation des galaxies? Justement parce qu'on voit ces pluies de potentiel qui sont créées par la matière noire, donc, où on a beaucoup de matière concentrée dans une région d'espace assez petite. Et donc forcément, cette masse crée localement donc, un environnement gravitationnel qui est différent de ce qui se passe ailleurs. Donc il va y avoir un potentiel d'attractivité où les galaxies autour vont tomber. Et donc forcément, il y a plus de galaxies, plus d'interactions. Et donc c'est un environnement qui est extrêmement favorable à l'évolution. Merci. Par contre, l'énergie noire, je n'ai pas répondu. L'énergie noire, on en voit la trace qu'à très très grande échelle. C'est-à-dire qu'on voit la trace sur l'expansion de l'univers. Et c'est seulement en mesurant donc l'expansion de l'univers, et on le fait en particulier, ça a été trouvé avec les supernovas, qui sont des traceurs justement de l'expansion de l'univers, c'est des phares de référence. Et donc on a pu montrer avec ces supernovas que l'univers est en train d'accélérer son expansion, ce qui demande dans les équations d'Einstein, qui sont à la source du modèle du Big Bang, d'introduire une constante, et cette constante est assimilée à cette fameuse énergie noire. Et on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est là. Peut-être. Voilà. Et nous sommes pas de la matière noire, mais nous sommes sensibles à la gravitation et nous sommes très minoritaires. Nous sommes des baryons et on fait combien 0,3%, c'est ça 0,3% de l'univers, voilà. C'est quand même très modeste. Bon, il y a des questions par là? Oui. Une question vraiment naïve. Dans les images, les galaxies semblent constituées d'une seule masse. À quel moment est-ce que les étoiles apparaissent? Est-ce que c'est comme un feu d'artifice? En quelque sorte, oui. Les simulations qui sont faites montrent que les premières générations d'étoiles qui sont formées donc très tôt après le Big Bang sont des étoiles très massives qui sont de plusieurs dizaines de masses solaires et qui s'allument quasiment toutes en même temps. Mais c'est justement ce feu d'artifice qu'on aimerait bien voir. On n'a pas vu encore. On a vu, bon, ce qu'on voit, j'en ai parlé un peu, donc on voit que la formation d'étoiles était très intense dans des époques qui ne sont pas très loin du Big Bang. 1 milliard d'années après, il y a une formation d'étoiles qui est très intense. Mais dans ces 1 milliard d'années, on ne sait pas encore trop ce qui se passe. Et justement, c'est ce qu'on veut aller voir. Les modèles prédisent que l'allumage des étoiles se fait très rapidement, et c'est cet allumage qui permet de disperser les derniers voiles qui masquent l'univers. Donc les âges sombres disparaissent au fur et à mesure que les étoiles s'allument. Alors évidemment, ce qu'on veut savoir, c'est quel type d'étoiles, comment elles sont, si elles sont très grosses, très petites, etc. Donc ça, c'est vraiment fascinant. Moi, je voudrais poser ma petite question. Voilà, tu viens pas souvent, mais je pose 1 ou 2 questions comme ça. Sur la mise en œuvre de tout ça, il y a plein de gens derrière, il y a énormément de données, simplement la quantité de données que vous obtenez, c'est quand même déjà fabuleux. Peut-être que les gens ne se rendent pas bien compte de ce que ça représente en termes par rapport à une image de quelques mégas. Ceux qui font des photos savent bien ça. Mais là vraiment, on est dans des choses qui fascinent, et ce qu'il faut mettre en place pour analyser, pour les gens qui travaillent, tout ce que ça représente. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots là-dessus? Oui, tout à fait. Tu fais bien de pointer là-dessus, parce que bon, d'abord, il y a un investissement considérable pour construire les télescopes, construire l'instrument, où on fait intervenir les meilleurs ingénieurs, opticiens, mécaniciens, etc. Donc, c'est un appel à tous les jeunes, et je vous incite à encourager les jeunes à venir rejoindre nos labos pour aussi bien les métiers de la recherche que les métiers d'ingénierie qui sont liés à la recherche. C'est passionnant d'aller construire un instrument pour le VLT ou un instrument qui va être lancé sur une sonde spatiale. Et donc on a besoin de toute cette chaîne, depuis le meilleur savoir-faire technique jusqu'au traitement de données des chercheurs, où là la masse de données est vraiment considérable, puisqu'on stocke des téraoctets
de données. Alors bon, maintenant avec les disques, je sais que c'est presque monnaie courante, mais enfin bon, quand on traite plusieurs dizaines de téraoctets, ça commence à devenir lourd. Tu peux préciser téraoctets, ce que c'est. Grosso modo. Tout le monde a un ordinateur. Bon, vous savez ce que c'est qu'un giga. Un téra, c'est 1000 gigas. Donc, quelques images font ça, donc quelques nuits, ça devient. Voilà, exactement. Tout à fait. Alors, donc la difficulté ensuite, c'est d'aller extraire l'information, parce que l'information sort brute de nos instruments. Et donc, on a des logiciels spécialisés, mais l'humain est indispensable. Et sur un projet comme le nôtre, comme le VVDS, on a entre la France et l'Italie à peu près 40 personnes qui travaillent maintenant depuis 6 ans pour extraire donc, ces données, mesurer, analyser et synthétiser les résultats pour des publications scientifiques. C'est du travail de longue haleine et c'est du travail collaboratif. En astronomie observationnelle, maintenant, il n'y a plus de chercheurs isolés. Ça n'existe plus. C'est vraiment du travail en équipe qui se fait pour exploiter au mieux les grands télescopes. Et on passe aussi à des exploitations automatiques. On ne regarde plus comme autrefois les galaxies une par une pour voir si elles sont jolies ou pas jolies. Ça, c'est mon grand désespoir, c'est qu'on reçoit donc les données du Chili qui sont prêtes à traiter, mais on n'observe plus au Chili. Les observations sont faites pour nous. Un peu dommage. Oui, dans l'un de vos premiers documents de présentation, vous parliez donc de la position des galaxies dans l'espace, et vous mentionnez également l'âge des galaxies. Je comprends bien qu'une galaxie qu'on voit, bon, on sait est-ce que c'est une distance ou une date, pas toujours très nette, elle est là, mais est-ce qu'on a des idées sur quand elle s'est formée? On a très rapidement évoqué la question. Et ce qu'elle est encore plus difficile, probablement, ce qu'elle est devenue. Oui, alors, bon, c'est vrai que donc, tout à l'heure, j'ai essayé de clarifier, il y a deux choses. Donc, il y a l'âge qui est lié à la distance. Donc, le redshift vous donne un âge cosmique à l'instant où la galaxie est observée, mais la galaxie a son âge propre, c'est-à-dire qu'elle a été formée à une certaine époque, et donc on l'observe à une certaine étape de sa vie. Donc on a la possibilité, avec les spectres en particulier, d'estimer l'âge de formation. Alors c'est pas facile, on arrive à un facteur 2 près, à dire, bon voilà, j'observe en particulier le continu spectral dont je vous ai parlé, donc la somme de toutes les photosphères des étoiles qui se combinent. On est capable de confronter ça à un modèle et de dire, grosso modo, cette galaxie, elle a 200, 300, 1 milliard d'années, 2 milliards d'années. On arrive à quantifier à peu près l'âge, et pas seulement l'âge, on arrive à quantifier la métallicité, c'est-à-dire le contenu en métaux du gaz et des étoiles. On arrive à quantifier le taux de formation d'étoiles, combien d'étoiles se forment par unité de temps. Donc il y a un certain nombre de paramètres comme ça qu'on est capable de mesurer, même si c'est relativement grossier. Ça donne des indications quand même assez intéressantes sur l'époque de formation. Et ça reboucle avec la question de monsieur, où si on observe une galaxie à 12 milliards d'années, mais qu'on mesure un âge de 3 milliards d'années, ça met en défaut le Big Bang. D'accord ? C'est souvent ce qu'on voit dans la littérature, on a trouvé des galaxies très très vieilles, etc. Donc ça remet en cause la théorie. Alors effectivement, s'il y en avait une comme ça, c'est vrai il faudrait qu'on aille revoir la théorie complète, mais pour le moment, ça n'a jamais été le cas. Donc on trouve une galaxie à 13 milliards d'années, si elle a un âge de 300 millions d'années, c'est compatible avec le Big Bang. Quant à ce qu'elles deviennent, ce qui est intéressant, c'est effectivement... On se dit que ces galaxies ont leur contrepartie dans l'univers actuel. Donc on essaie d'imaginer, en regardant autour de nous, ce à quoi les galaxies que l'on voit à grande distance peuvent ressembler aujourd'hui. Ça fait aussi partie de notre exercice. Ça se fait de manière statistique quand on quantifie la propriété des galaxies à différentes époques. Par exemple, à la moitié de l'âge de l'univers, il y a très peu de galaxies elliptiques. Il y a beaucoup de galaxies spirales et encore plus de galaxies irrégulières. Et donc on pense qu'il y a un cycle de transformation entre les irrégulières, les spirales, les elliptiques. Deux petites questions. Donc, il y en a une dans le prolongement de ce qu'a dit monsieur.
concernant l'âge de la galaxie, donc en se basant aux paramètres que vous collectez sur une galaxie pour estimer l'âge, est-ce que le fait qu'au cours de sa vie, la galaxie est entrée en collision avec une autre galaxie, comment vous pouvez déterminer ça? Est-ce que ça a l'influence sur l'âge? Ça, une première question. La deuxième question, au vu de ce que vous avez collecté jusqu'à maintenant comme résultat, puisque c'est aussi ça, c'était dit dans vos sous-titres, concernant l'avenir, le destin de l'univers, est-ce que, d'après les résultats que vous avez, est-ce qu'on s'achemine vers un Big Crunch ou bien une désintégration totale? Pour votre première question, c'était sur l'âge. Sur l'âge des galaxies, excusez-moi, Ah oui, les collisions. Donc très très bon point parce que on est en train de le mesurer ça. Et donc on peut arriver à comptabiliser sur les images profondes, en particulier avec celles qui sont prises avec le télescope Hubble, les paires de galaxies par exemple. Donc on se dit dans une certaine sphère autour d'une galaxie, je compte combien il y a d'autres galaxies. Et je sais par la gravitation que si j'ai deux masses à une certaine distance, je peux calculer le temps au bout duquel ça va fusionner. D'accord ? Et donc c'est fondamental puisque c'est à la base du modèle hiérarchique de construction des galaxies où on postule que les petits éléments vont fusionner pour former au cours du temps des éléments de plus en plus gros. Donc ça, on peut le quantifier. Et c'est une partie de l'évolution des galaxies. Une partie des galaxies seulement qui est soumise à ce type de traitement. Donc ça, c'est le modèle qui est hiérarchique. Et il y a un autre modèle pour un certain nombre, qui est valide pour un certain nombre d'autres galaxies, qui est un modèle en boîte isolée, où la galaxie est née à un certain endroit de l'univers. Et par le fait du hasard ou par le fait de la pauvreté de son environnement, elle a vécu en autarcie pendant toute sa vie. C'est un modèle de boîte fermée. Et donc, alors, on peut regarder, on peut prédire celles qui vont fusionner, mais par contre, s'il y a eu une fusion dans le passé, on regarde une galaxie pour savoir s'il y a eu une fusion dans le passé, ça, c'est pas facile. D'accord ? Donc, on ne peut le traiter, encore une fois, que statistiquement. On prend un volume d'univers, on compte celles qui vont fusionner, et donc on en déduit avec des échelles de temps sur un échantillon global. Dans la vie passée, une galaxie comme la nôtre, je peux vous dire qu'elle a eu probablement une fusion, parce qu'on l'a traitée statistiquement. Mais précisément cette galaxie-là, je ne peux pas vous le dire. Pour le destin de l'univers. On va se diluer dans l'espace infini. Le télescope de 42 mètres, il sera installé au Chili ou à quel endroit? Probablement au Chili, c'est pas complètement décidé. Pas encore décidé. C'est le plus probable. Puis une question sur les redshifts. Vous avez parlé de redshift qu'on pourrait observer de 15, 20, mais jusqu'où ça peut aller enfin... Grand mystère. Donc c'est cette fameuse époque qu'on appelle la rayonisation, donc où l'univers passe d'un milieu, d'un état neutre à un état ionisé. Quand il est neutre, on ne voit rien, c'est les âges sombres, parce que la lumière ne peut pas se propager, donc on ne voit rien. Et quand les premières étoiles vont se former, elles vont nettoyer leur environnement avec la radiation ionisante qu'elles émettent, en particulier les étoiles qui viennent de naître, elles sont extrêmement riches en rayonnement ultraviolet, donc ça ionise le milieu ambiant, et ça nettoie petit à petit l'univers. Et c'est en nettoyant cet univers que finalement il y a quelques photons qui peuvent nous parvenir. Alors exactement cette période-là, sur combien de temps ça se passe? Est-ce que c'est quasiment instantané, sur quelques dizaines de millions d'années, tout l'univers est nettoyé et brutalement ce qui était opaque devient visible sur les premières générations d'étoiles? Ou est-ce que c'est sur une période un peu plus longue? On ne sait pas trop. C'est justement une des choses qu'on veut aller mesurer. Les redshifts de 20, ça sort en fait de l'analyse du fond cosmologique. C'est-à-dire que justement le fond cosmologique nous donne un certain nombre d'indications sur les paramètres du modèle cosmologique, et en particulier l'époque de la rayonisation. Et je sais que vous avez encore beaucoup de questions. Donc on remercie Olivier pour sa magnifique conférence.
Donc je vous donne rendez-vous. Écoutez, on se reverra pas avant la fin de l'année, hein, donc j'espère que vous passerez de bonnes fêtes. J'espère que l'orbite de la Terre sera suffisamment souple pour qu'on passe de 2007 à 2008 en toute tranquillité. Et je vous donne rendez-vous. Donc bonne fête et rendez-vous le 8 janvier.